Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9h. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Et bonjour Guy Birenbaum et Gilles Bornstein, notre invité ce matin est député Les Républicains, membre du comité stratégique de François Fillon. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Vous êtes député de l'Oise. L'Oise où se trouvait, c'était à Compiègne exactement, François Fillon hier soir. Et on va écouter François Fillon dans une partie du discours où il évoque les violences qui ont lieu actuellement en banlieue consécutives à l'affaire Théo. Et donc il en a parlé hier soir. Vous étiez témoin de ce que François Fillon a dit lors de son meeting. Les excités en cagoule qui caillassent les pompiers ne sont pas des rebelles, ce sont des voyous. Les irresponsables qui tirent à balles sur la police ne sont pas des sauvageons, ce sont des sauvages. On croirait que c'est Nicolas Sarkozy qui a écrit le discours. Il l'avait déjà dit, en fait, vous qui avez une bonne mémoire, il avait dit à peu près la même chose il y a un mois ou 2 mois dans un autre discours, en disant il faut nommer les choses. Il avait dit, je ne sais plus, mais enfin il l'avait déjà dit, vous trouverez ça facilement. Donc il n'y a pas. Non, oui, mais il a dit de la même manière. Il a dit exactement de la même manière. Exactement de la même manière. Oui, j'en suis persuadé. Vous verrez, c'est très bien. Précise, donc il y a une continuité dans la pensée, évidemment, et dans l'action de François Fillon. Il n'y a rien qui a changé, mais il y a tout de même une proposition nouvelle que François Fillon apporte au débat. Elle concerne la majorité pénale. Nous repartons à Compiègne. François Fillon. Il nous faudra également nous attaquer à la question des mineurs, qui recoupe d'ailleurs pour partie celle des multirécidivistes. Ouvrons les yeux. Si les nouveaux délinquants mineurs se conduisent comme des adultes délinquants, alors il convient de les traiter comme tels en supprimant l'excuse de minorité et en abaissant la majorité pénale à 16 ans. Alors Nicolas Sarkozy proposait cela pendant la primaire, François Fillon ne le proposait pas. Quel est le raisonnement qui justifie qu'on abaisse la majorité pénale à 16 ans ? C'est un discours sur la sécurité, il faut évidemment renforcer la sécurité des Français et il y a des mesures qui doivent être prises. C'est vrai que quand on regarde les choses, dans un certain nombre, enfin on voit bien que souvent les jeunes à partir de 16 ans commettent des actes de délinquance, on le voit dans les quartiers mais on le voit aussi plus largement et il n'y a pas de raison à partir du moment où ils ont le même comportement qu'un adulte, il n'y a pas de raison de ne pas appliquer la même loi que pour les adultes. Je crois que c'est aussi simple que cela. Et puis, François Fillon, il peut aussi évoluer dans sa pensée. Moi, je suis pour le droit à l'évolution. Il a le droit. Et puis, au contraire, d'ailleurs, il faut le faire. À partir du moment où une mesure est considérée comme efficace, il ne faut pas se gêner pour la proposer aux Français. Pardon, on a tourné autour de ça depuis très très longtemps, vous savez. L'excuse de minorité, ça fait des années qu'on en parle, et je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à l'acte, et c'est ce que propose François Fillon. Quand on a 16 ans, entre 16 ans et 18 ans avant la majorité officielle, et qu'on commet des actes inacceptables, il faut pouvoir être jugé comme un adulte, même si après, il y a une seconde chance, il y a une rééducation, il y a probablement une lutte nécessaire contre le décrochage scolaire, il y a beaucoup de choses à faire en amont de tout cela, énormément. Comme un adulte, mais incarcéré comme un adulte aussi ? Il faut être incarcéré avec d'autres mineurs. Il faut être incarcéré dans des établissements spécialisés. Il faut évidemment tenir compte de la jeunesse de la personne. Alors on en tient compte ? Bien sûr. Mais en même temps, on dit c'est des adultes. Parce que souvent, on utilise les jeunes parce que la justice est plus indulgente avec eux. Vous le savez bien, les adultes utilisent les jeunes. Il faut que ça cesse. Et quand à 16 ans, vous êtes en face d'un malabar d'un mètre 90 qui fait exactement ce que fait un adulte, à ce moment-là, il doit encourir les mêmes peines. Ces peines doivent être adapté à sa qualité de mineur, au fait que peut-être son jugement n'est pas définitivement arrêté, mais en même temps, la sanction doit pouvoir être la même. Et donc, s'il est pénalement responsable à 16 ans, il peut l'être aussi civiquement, droit de vote à 16 ans. Enfin, si on commence à dire qu'à 16 ans, on est finalement un adulte, parce que la catégorisation de Malabar suggère que physiquement, on est achevé, finalement, mentalement aussi, donc on peut voter à 16 ans. Enfin, pas les mêmes, en fait. Ça ne marche pas ensemble, les deux mesures. Être sanctionné à 16 ans et être condamné. Pourquoi ? Et en même temps avoir le droit de vote. Si on est responsable de ces actes. Parce que... C'est ça l'idée, on est responsable de ces actes. Oui, on est responsable de ces actes parce qu'on
commet des actes, probablement qui ne sont pas dus uniquement à l'immaturité. On commet des actes et on en paye les conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il faut étendre les choses. On parle de majorité pénale, on ne parle pas de majorité civile. Mais pourquoi? Enfin, on ne comprend pas la logique. Mais moi, je la comprends très bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Au Nous, fond, moi, ça me satisfait bien. Et il y a beaucoup de gens qui la comprennent très bien aussi. Ça veut dire que la sanction ou le risque de la sanction est aussi un élément de protection de la société. Il y a un côté dissuasif à la sanction et on manipulera probablement moins les jeunes à partir du moment où ils risquent la même chose qu'un adulte. On se dit que l'annonce a un petit côté opportuniste en fait. François Fillon n'a jamais dit ça et il le dit maintenant. Mais il a le droit d'évoluer et il évoluera sur d'autres sujets. Et heureusement, le débat à l'élection présidentielle, il est fait pour ça. François a un corpus de propositions, il a le droit de faire évoluer. Il a le droit évidemment de considérer que par contre, il a un socle très très solide de propositions, mais elles peuvent évoluer et c'est très très important. Et dans ce domaine-là, il n'a pas vraiment de leçons à recevoir. Il a toujours été quelqu'un qui s'est particulièrement investi dans le domaine de la sécurité. Non, mais son discours était sur la sécurité. Il évolue le lendemain d'un discours avec Nicolas Sarkozy. C'est compliqué de passer des jours. Le même jour, le soir même. Soyez précis. Voilà, le même jour. Pardon, vous avez raison. Non, vous n'aurez pas d'excuses. C'est d'un déjeuner, pas d'un discours. Bref, on se dit, c'est vrai, un déjeuner. Bref, on se dit qu'il peut y avoir une sorte de relation de cause à effet. C'était pas le même jour. Oui, vous voyez bien ce que ça veut dire. Oui, ce que ça veut dire. C'est flou. Bah oui, vous faites. Non, c'est un loup. Ça n'a rien à voir. Le discours de François Fillon n'a rien à voir avec le déjeuner qu'il a eu avec Nicolas Sarkozy le même jour. Mais strictement rien à voir, d'autant plus que le discours de François Fillon, il était rédigé bien avant, il a fait l'objet de plein de discussions, j'ai participé en partie à ces discussions, et le sujet des mineurs a été évoqué à plusieurs reprises au sein de son équipe. Donc ça n'a rien à voir, on peut toujours dire qu'il y a des coïncidences, mais ça n'a rien à voir. Et puis finalement, quelle importance ça a ? Moi, je note que Nicolas Sarkozy... On essaie de comprendre pourquoi... Et dans notre famille politique, je note que Nicolas Sarkozy a même été leader de cette famille politique. Il a peut-être même été président de la République et François Fillon a peut-être même été son Premier ministre. Et donc, il y a plein de sujets qui partagent ensemble. Mais comme Nicolas Sarkozy a été battu à la primaire, que François Fillon reprend ses idées, on s'interroge sur les raisons pour lesquelles il reprend ses idées. Il reprend un certain nombre d'idées qui ont été émises par Nicolas Sarkozy et par d'autres. Il y a pas... Là, c'est Nicolas Sarkozy. Les choses ne sont pas... aussi simple que cela. François Fillon, il a le droit, il peut, et moi je revendique l'idée de faire évoluer à certains moments les propositions de François Fillon. Il vaut mieux les faire évoluer quand on est candidat que de les faire après changer ou les faire zigzaguer lorsqu'on est président de la République. Allez, soyons précis, il est 8h40 et 35 secondes. Voici Léo Chapuis pour 1 minute. Avec à la une ce matin, un médicament sur la sellette, le docétaxel est pointé du doigt après la mort suspecte de 5 patientes, des femmes qui étaient soignées pour un cancer du sein. Elles prenaient ce médicament générique pour éviter une récidive. Une enquête est ouverte. Dans l'actualité aussi ce matin, l'arrestation d'un étudiant à Wattignies près de Lille, un jeune de 18 ans. Il est soupçonné d'avoir voulu préparer un attentat. Va-t-on vers un rassemblement à gauche en vue de la présidentielle ? En tout cas, Jean-Luc Mélenchon tend la main à Benoît Hamon et Yannick Jadot. Il propose aux socialistes et à l'écologiste un rendez-vous pour les inciter à rallier sa candidature de la France insoumise. Emmanuel Macron, lui, scandalise la droite, tollé au Front National et chez les Républicains. Lors de son déplacement cette semaine en Algérie, Emmanuel Macron, le candidat à la présidentielle, a qualifié la colonisation française de crime contre l'humanité. Et puis aux États-Unis, un camouflé de plus pour Donald Trump. Son ministre du Travail est contraint de se retirer, accusé notamment d'avoir fait travailler au noir une femme de ménage et d'avoir battu son ex-femme. France Info. C'est Éric Woerth qui est l'invité politique de France Info ce matin. Question Gilles Bornstein. Donc Nicolas Sarkozy et François Fillon ont déjeuné et c'était hier. Sacré scoop. Que se sont-ils dit ? Ça, ce serait un scoop. Je ne sais pas, je n'étais pas au déjeuner. Enfin, ils ont parlé, évidemment, ils ont dû parler de politique, j'imagine. C'est probable. Voilà, et c'était très bien comme ça. Enfin, Nicolas Sarkozy soutient François Fillon sans faille depuis son échec, et notre échec, puisque j'ai soutenu Nicolas Sarkozy au premier tour, et chacun le fait avec le plus de loyauté, le plus d'efficacité possible. J'imagine qu'ils ont parlé de la campagne. Ça a surpris tout le monde. Mais pourquoi c'est curieux ? Depuis quand c'est curieux qu'un candidat ne puisse Fillon pas déjeuner avec un autre candidat ? Parce que François Fillon a toujours mis Nicolas Sarkozy à distance. Vous voulez que je vous rappelle les grands classiques ?
Oui, et de temps en temps, ils ne sont pas totalement à distance. Ils s'étaient vus d'ailleurs juste après la primaire, donc la question n'est pas là. Je ne vois pas bien l'unité de la famille politique, de la droite et du centre, c'est extrêmement important. On ne gagnera pas sans unité. Il y a beaucoup de diversité, mais il y a surtout de l'unité. Donc il faut évidemment que cette unité, elle soit symbolisée. La rencontre entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'est aussi le symbole de cette unité. Moi, je rencontrerai Nicolas Sarkozy tout à l'heure, et j'ai des contacts absolument réguliers, parce que c'est un ami, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Que ça de la politique, donc il voit beaucoup de monde. Et qui voit François Fillon, c'était très important. Il n'est pas si retiré que ça de la politique. Il peut être retiré de la politique active et continuer à vous y intéresser. Évidemment. Mais il le fait pour François Fillon. Et accueillir François Nicolas Fillon Sarkozy, mercredi, je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire, donc j'ai du mal. François Baroin, j'ai du mal. Oui, mais il rencontre François Baroin, il rencontre tous les talents de la droite, tous les talents du centre. Et puis il rencontre le chef, le leader de la droite et du centre, c'est François Fillon. Le but de la campagne de François Fillon, c'est de la gagner, j'imagine, d'être président de la République à l'issue de cette campagne présidentielle. C'est exact. Je ne peux pas vous dire le contraire. Oui. Et on a bien l'intention de la gagner. Et tout le monde n'y croit pas chez vous. On écoute le député Les Républicains, Georges Fenech, hier soir sur LCI. C'est parti dans une seconde, je pense. On est à la fenêtre, donc Georges Fenech. Georges Fenech, hier soir sur LCI, vraiment si on peut l'entendre, parce que Georges Fenech dit la campagne présidentielle, c'est râpé. Ouais, il dit que c'est fini, on ne peut plus la gagner. Vous voyez, la technique, c'est pas ça. Cette élection, et je vais me faire taper sur les doigts encore, elle est perdue. Il ne faut pas tourner autour du pot. Nous avons perdu. Nous serons éliminés, mais d'une manière cinglante par le corps électoral. Et nous serons éliminés du premier tour. Il ne faut pas tourner autour du pot. Elle est perdue, cette élection. Ouais, enfin, parler fort, c'est souvent parler faible. C'est la faiblesse d'un certain nombre de nos amis. Je le regrette, je connais bien Georges Fenech, c'est quelqu'un de très bien, mais en même temps, il faut un tout petit peu d'échine, quoi. Il faut un peu de colonne vertébrale dans cette affaire. Mais il ne faut pas du déni non plus, il faut regarder la situation telle qu'elle est. Il n'y a aucun déni, on regarde la situation avec beaucoup de lucidité. Vous croyez que je la regarde sans lucidité? Donc il faut évidemment regarder ça avec lucidité, et François Fillon, il la regarde avec beaucoup de lucidité. Il a fait des marchés à Compiègne hier, François Fillon? Non, il a fait une table ronde sur la sécurité, il a rencontré les élus, il a fait beaucoup de choses. Il y avait énormément de monde. La rue, aussi, mais j'en vois pas beaucoup qui sortent dans la rue. Je vous parle de François Fillon. Mais il est absolument... Enfin, qu'est-ce que vous voulez me faire dire qu'il ne peut pas faire campagne? Évidemment qu'il peut faire campagne. Il a du mal. Il y avait plus de 2000 personnes hier dans le meeting. Et il y avait 20 énervés de la CGT et de l'extrême gauche, c'est-à-dire des grands démocrates, qui battaient piteusement sur des casseroles. Moi, j'en ai eu des centaines. J'étais spécialiste du concert de casseroles à une époque. Vous croyez que c'est des gens bien? C'est pas des gens bien. Mais les remontées des députés de terrain, Monsieur Woerth, qui disent c'est très compliqué d'être sur les marchés pour nous, de faire campagne, etc. Mais bien ça sûr, existe, évidemment que c'est plus compliqué que s'il n'y avait pas eu cette affaire. Évidemment que c'est plus compliqué. Qui dit le contraire? Et en même temps, est-ce que ça disqualifie François Fillon pour la présidence de la République? Est-ce que ça gomme l'ensemble de son projet? Est-ce que ça gomme l'idée que c'est un homme solide, stable, prêt à engager le redressement du pays? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et c'est pas parce qu'il y a Georges Fenech. Vous aurez toujours chez les parlementaires un certain nombre de parlementaires qui lâcheront, qui craqueront. Ça existe depuis toujours, depuis que l'homme est l'homme. Et je le regrette. Mais faites parler la majorité qui n'est pas si silencieuse que ça. Faites-la parler. Vous pouvez faire venir des centaines de parlementaires qui croient en François Fillon, qui y croient sans se boucher les oreilles ou sans fermer les yeux. On fait avec lucidité. François Fillon, il gagnera la présidentielle justement parce que cette présidentielle, elle est sacrément difficile. On va vérifier avec vous, Éric Woerth, une information. Je ne doute pas que vous répondrez avec franchise à Guy Birenbaum. Alors, 9 février à 11h, d'après le Canard enchaîné, Nadine Morano, à la buvette de l'Assemblée, vient vers vous. Et vous êtes avec Éric Ciotti, et voilà ce qu'elle vous dit. Fillon est en train de transformer notre parti en secte du temple solaire. Donc là, vous lui répondez qu'il faut faire campagne, qu'on n'a pas le choix. C'est écrit noir sur blanc, c'est scripté. La suite est intéressante. Elle dit, chez moi, les gens que je croise sur les marchés, ou dans la rue, on en parlait à l'instant, n'en peuvent plus, ils sont dégoûtés. Vous dites, moi aussi, je vois des Français. Et là, elle vous aurait répondu, toi, tu vois des électeurs de Chantilly, pas les ouvriers de Lorraine. Et tu devrais le savoir en tant qu'élu de Chantilly, un cheval qui s'est brisé la jambe, il faut souvent l'abattre. On a eu cette conversation, mais elle n'a jamais parlé de cheval qu'il fallait abattre. Et puis, elle n'a jamais parlé des électeurs de Chantilly, parce que, d'abord, les électeurs de Chantilly de la circonscription, ils votent pour moi, ce qui n'a pas été le cas pour Nadine Morano. Je veux juste le remarquer. Non, je vais juste le remarquer. Donc, tout le monde est élu.
Donc on a tous des électeurs et personne n'est dans une bulle. Personne n'est dans une bulle. Il y a juste ceux qui sont propres à céder à la panique. Et je pense que c'est une mauvaise chose. Je pense qu'il faut garder son sang-froid. Nous avons un candidat. Ce candidat, c'est François Fillon. Et c'est uniquement François Fillon. Donc il ne faut pas céder à la panique. Quand Georges dit ce qu'il dit, Fedec, il affaiblit son propre camp. C'est une sorte de projection qui se veut autoréalisatrice. Vous voyez bien, je l'avais dit, il ferait mieux de positiver les choses et de se battre pour que la candidature de François Fillon, jour après jour, semaine après semaine, elle se densifie à nouveau. Et François, il est en campagne. La meilleure réponse, c'est la campagne. Et est-ce que la meilleure réponse, vous lui avez aussi conseillé, c'est ce que dit le Canard enchaîné, de traiter d'une certaine façon les parlementaires en ébullition? Il faut que tu joignes en priorité Morano parce qu'elle est très remontée. J'ai dit lors du comité de campagne qu'il fallait que notre candidat passe beaucoup plus de temps à rencontrer individuellement l'ensemble des parlementaires, ce qui est bien naturel et c'est ce qui fait d'ailleurs. Il n'y a pas de problème de cette nature. La majorité, l'écrasante majorité des parlementaires comme des élus de droite, et d'ailleurs derrière François Fillon. Vous voudriez absolument que ce soit le contraire, mais c'est pas le contraire. Non. On pourrait peut-être parler aussi des autres candidats à un moment donné. Éric Woerth, une question sur le programme. Une question sur le programme. En déplacement à La Réunion la semaine dernière, François Fillon a expliqué que la baisse des fonctionnaires, du nombre de fonctionnaires, ne s'appliquerait pas au DOM-TOM. On va l'écouter. L'insularité et l'éloignement rendent les choses plus difficiles ici qu'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, tant que la situation de l'emploi ne sera pas meilleure, tant que le niveau du chômage sera aussi critique, les Outre-mer ne seront pas concernés par le plan de réduction des effectifs de la fonction publique que je veux mettre en œuvre en métropole. Alors ça, franchement, ça nous a étonnés parce que pour le candidat de la rigueur, puis des difficultés économiques, il y en a partout. Écoutez, du chômage, il y en a partout. Il prend en compte la situation très particulière des Outre-mer avec un taux de chômage extrêmement élevé. Voilà. C'est nouveau. Il n'avait pas dit jusque-là. De temps en temps, il dit un truc nouveau. Enfin, vous avez droit à l'évolution. Et alors, de manière totalement décomplexée. Je veux dire, il faut être totalement décomplexé là-dessus. Il faut faire évoluer. Et son projet, il évolue autour d'une armature extrêmement solide. François Fillon, il maintient évidemment l'objectif de réduction de 500 000 du nombre de fonctionnaires dans l'ensemble de la fonction. Pas dans l'ensemble de la fonction publique, mais dans l'ensemble des emplois publics. Et la Corse aussi, c'est insulaire. Il y a un taux de chômage important. Écoutez, vous pouvez toujours faire des plaisanteries là-dessus. Moi, je ne crois pas que ce soit... Je sens une forme d'ironie depuis le début de cette... Je sens une forme d'ironie depuis le début de cet entretien. C'est un programme très solide et c'est un programme extrêmement réformateur. Quand le débat sur les 500 000 fonctionnaires ou emplois publics, pour être plus large que cela, est un débat qui a lieu depuis maintenant des mois. Et nous le ferons. Il y a des exceptions, notamment sur les forces de sécurité et pour les Outre-mer. Mais enfin, la grande masse des fonctionnaires ne sont pas dans les Outre-mer. Et l'objectif de moins 500 000, avec des fonctionnaires mieux payés, avec des parcours de carrière plus clairs, avec des emplois publics aussi mieux organisés, plus productifs au fond. Nous avons regardé les journalistes d'ailleurs, ils font de plus en plus de choses. Ils font des articles sur Internet, ils font des interviews, après ils font un article dans un journal. Ça veut dire qu'à un moment donné, les nouvelles technologies permettent d'améliorer la productivité. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas dans le domaine de la fonction publique et du service public. On n'a pas fini, on est ensemble jusqu'à 9h, il est 8h50, voici Léo Chapuis. Cette fois, les incidents n'ont pas eu lieu en banlieue, mais bien dans les rues de Paris. Quelques échauffourées hier soir en marge d'un rassemblement à Barbès. 400 manifestants pour réclamer justice pour Théo et dénoncer les violences policières. Manifestation également en Normandie, à Rouen, où 21 personnes ont été arrêtées après des débordements. François Fillon veut tourner la page de l'affaire Pénélope. En meeting hier soir à Compiègne, le candidat de la droite a mis le paquet sur le thème de la sécurité. Le chômage a bel et bien diminué l'an dernier, une légère baisse de 0,2% si l'on en croit ce matin les chiffres que dévoile l'INSEE, des chiffres qui vont donc dans le même sens que ceux de Pôle emploi et du ministère du Travail. Et puis l'agence du médicament mène une enquête après la mort suspecte de 5 femmes soignées pour un cancer du sein. Elles prenaient du docétaxel, c'est un médicament générique et c'est donc lui qui est au cœur des investigations. France Info. Éric Woerth est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Jean-Michel Apathy, question. Alors nous allons parler d'une déclaration d'Emmanuel Macron qui fait débat aujourd'hui, Éric Woerth, mais juste avant pour clore, enfin pas pour clore d'ailleurs, mais enfin pour évoquer toujours le chapitre du droit à l'évolution, qui est un peu le concept du matin, j'ai noté que hier à Compiègne, François Fillon avait également dit « Je revaloriserai de 300 € les pensions de moins de 1 000 € et d'au moins 600 € les petites pensions de réversion ».
bon, il change sur beaucoup de points. Hein. Jusque-là, c'était la rigueur, le sang et les larmes, et maintenant, on ouvre le portefeuille. Voilà. Je réponds maintenant ou vous passez... Non, je réponds maintenant. Voilà. C'était juste une petite remarque. Vous aviez quand même remarqué qu'il l'avait déjà dit dans un interview au JDD le dimanche 29 janvier, qu'il l'a dit le dimanche 29 janvier lors de son meeting. Deux mesures, exactement les mêmes mesures, deux mesures. Un abattement généralisé de cotisation sociale de 20 € par salarié qui touche la plupart des Français, c'est-à-dire grosso modo 500 ou 600 € pour un couple par an, donc c'est rendre une partie de pouvoir d'achat. Vous chiffrez ça à combien? Vous l'avez chiffré, non? Oui, c'est de l'ordre de 5,5 milliards, 6 milliards d'euros. Mais c'est une mesure qui a été transformée. François Fillon voulait annuler purement les cotisations salariales maladie. On voit bien que ça touchait, c'est en pourcentage du salaire, donc ça touchait plus des salaires importants que les salaires moins importants. Donc là, c'est une cotisation forfaitaire. Elle se substitue à cela pour à peu près le même coût. Et puis la revalorisation d'un certain nombre de toutes petites retraites. Je pense notamment à la reversion pour un certain nombre de femmes, souvent. Et puis les petites retraites entre 1000 aux alentours de 1000 €. Il le dit, il l'a déjà dit, c'est très important parce que ça vient en échange aussi de l'augmentation de la TVA et de la TVA sociale. Comme j'avais noté qu'à la Réunion, il avait dit aussi on donnera 2 milliards de plus aux DOM. Si vous voulez faire dire qu'il est tout à fait laxiste, il y a une marge de manœuvre quand même. Mais son projet n'est pas brutal. Quand même, hein. Non, pas du tout. Son projet n'est ni brutal, c'est la situation de la France qui est brutale. C'est quelque chose de très différent. Emmanuel Macron. Non, lui, c'est Gilles Bornstein. Gilles Bornstein. Oui, c'est ça. Ça va donc être Emmanuel Macron à Alger, je crois que c'était avant-hier pour le coup, parlant de la décolonisation en des termes qui ont surpris. On l'écoute. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Réaction, Éric Woerth? Emmanuel Macron, il n'est pas uniquement aux fonctionnaires ou banquier. Il est maintenant candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas tout à fait le même degré de maturité politique qu'il faut avoir dans ce cas-là. Donc je pense que c'est des propos assez immatures. Je pense qu'il y a une supercherie Macron aujourd'hui et qu'elle se voit tous les jours. C'est une erreur, une bêtise, on pourrait employer un autre mot, aussi grosse que lui. Il l'a fait il y a une semaine ou deux en disant qu'il n'y avait pas de culture française. Il y a évidemment une culture française, il y a une diversité française. Mais il n'y a qu'une seule République, il n'y a qu'une seule histoire, il n'y a qu'une seule nation, il n'y a qu'un seul pays. Donc il y a une culture française et aujourd'hui, il salit l'histoire de France. Évidemment, la colonisation, elle a ses ombres et ses lumières. Mais la France est un grand pays qui a exercé son pouvoir comme bien d'autres nations à un moment donné. On ne va pas passer son temps à s'excuser de notre histoire. On l'a suffisamment fait. Regardons plutôt devant. Et j'imagine que tous les harkis ou les familles de harkis de France ont dû se sentir extraordinairement blessés par des propos de cette nature. C'est des propos irresponsables. Vous disiez tout à l'heure, Éric Woerth, qu'il fallait nommer les choses. D'un mot, la colonisation, ça représente quoi pour vous? C'est quoi? C'est une page de notre histoire, comme c'est une page de l'histoire de la plupart des pays d'Europe. On peut qualifier la colonisation. Il y a des ombres, il y a des lumières. La colonisation de l'Algérie, elle date du 19e siècle. Elle s'est faite, elle a progressé dans différents paliers, puis après ça s'est terminé. Il faut nommer les choses. Oui, mais vous n'êtes pas obligé. Pas de qualificatif. Vous n'êtes pas obligé de salir systématiquement l'histoire du pays, de revenir sur ces affaires de repentance, sans âge se repentir, ça suffit. Non, je vous demandais une qualification. C'est une page de l'histoire de notre pays, elle a sa grandeur aussi. On a aussi exporté un certain nombre de valeurs, on a fait progresser un certain nombre de populations, j'imagine, et puis elle a aussi ses parts d'ombre que personne ne conteste. On peut tout nommer, mais il y a des choses qu'on peut nommer plus facilement. Non, il y a nommé et nommé. Il y a du grand n'importe quoi. Ça ne sert pas au débat présidentiel, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une grande immaturité politique aujourd'hui chez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est une supercherie politique. Un homme politique a le droit d'évoluer, avez-vous dit. Un passage, une déclaration de François Fillon fait un peu de bruit depuis quelques jours sur Internet. Ce sont des propos qu'il a tenus, il était à votre place le 2 septembre dernier. Et à l'époque, le 2 septembre, le souci de François Fillon, c'était de se démarquer de Nicolas Sarkozy sur le terrain de la morale et des affaires. Et à ce moment-là, pour bien se démarquer de Nicolas Sarkozy, François Fillon avait fait un curieux reproche à la presse. Je vous propose, Éric Woerth, de retrouver François Fillon le 2 septembre dernier. Qu'il y a un problème d'abaissement de la morale publique, qu'il y a un problème d'abaissement du niveau d'éthique dans la vie politique. Tout ça, ça fait la une pendant 3 jours, et puis ensuite c'est fini, on n'en parle plus. Et moi, sur le terrain, je rencontre tous les jours des gens qui me disent « Moi, quand je passe devant le radar, je paye. » Voilà.
Et si on veut rétablir l'autorité dans le pays, je dis qu'il faut des responsables politiques honnêtes, irréprochables. On en parle pendant 3 jours, la presse est quand même curieuse, et puis après on n'en parle plus. Eh bien il faut en parler des affaires. Preuve que non. C'était le conseil de François Fillon le 2 septembre. Preuve que non. Preuve que son conseil n'a pas été mis en œuvre. Ah ben si, maintenant oui. Ah bah oui. Preuve que non. Maintenant, donc il oui. faut... Non, maintenant on écoute Mais moi François je ne me Fillon, situe pas sur ce terrain de la morale. Chacun a sa propre vision, et franchement la vision de chacun est la bonne. Elle est Mais curieuse, en même temps, cette je déclaration, me place sur le terrain de la légalité. François Fillon a-t-il commis des actes illégaux? Je ne le crois pas, je ne le pense pas. Voilà. D'accord, la morale, ça compte pas. La morale, ça ne compte pas. Mais dans un pays où il y a des... Bien sûr que oui, ça compte, mais votre morale n'est peut-être pas tout à fait la mienne, comme celle de nos amis. La morale anglaise n'est pas la même morale que la morale américaine, c'est quelque chose d'assez subjectif. Donc il y a des lois pour ça. Il y a des lois. En France, il y a des lois partout. Donc il y a des lois, il y a des possibilités, il y a des autorisations que vous pouvez faire ou pas. Je crois que ce qu'a fait François Fillon et sa famille est légal, mais la justice est une justice de droit. On est dans un état de droit, on verra ce que dit la justice. Voilà, in fine, en fin de parcours. La justice, c'est une affaire de fin de parcours. Je voulais vous montrer... Parce que les juges se trompent beaucoup, souvent, mais pas en fin de parcours. Je voulais vous montrer, Éric Woerth, la une de Valeurs Actuelles, mais vous êtes trop bavard, donc nous ne la verrons pas. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et à demain, bonne journée.